Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Andelvraz, la cantine numérique de Brest. Dans ce 9e épisode, nous recevons Emmanuel Bonnet, Alexandre Monin et Diego Landivar d'Origence Lab qui viennent nous présenter leur dernier livre, Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, qui vient de paraître aux éditions Divergence. Bonjour Alexandre Monin, bonjour Emmanuel Bonnet, bonjour Diego Landivar. Bonjour. 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 Merci de venir participer à notre podcast pour présenter votre ouvrage qui vient de sortir, Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement. Peut-être avant d'un petit peu de détricoter ce titre un peu étrange, pourriez-vous vous présenter en fait chacun à votre tour pour nous expliquer un peu d'où vient en fait cette idée et qu'est-ce que chacun apporte en fait à cette coécriture? Bah, je vais peut-être commencer. Donc, moi, je suis Diego Landivar. J'ai fait de l'économie. J'ai fait une thèse en économie. Je viens de Bolivie. Et il y a une dizaine d'années, avec des collègues, nous avons fondé ce collectif de recherche qui s'appelle Origins et qui a pour ambition, voilà, de faire des enquêtes dans les territoires, à la fois au nord et au sud, sur la question de comment les personnes, les collectifs, les peuples négocient, domestiquent, s'adaptent, etc., à la question du changement climatique et donc de l'Anthropocène. Et j'ai rencontré Alexandre autour de 2013, autour des travaux justement de Latour, du tournant ontologique en anthropologie, et j'ai rencontré aussi Emmanuel plus tardivement, et on est tous les trois enseignants-chercheurs dans une école de management à Clermont, dans une grande école de management, et voilà quoi. Et donc, on reviendra dessus, mais Origine, c'est un projet qui est en plus de votre labo, de votre structure de rattachement Oui, principale. oui, parce qu'on a, en fait, assez tôt, on a convergé sur la nécessité de penser des lieux de production de la recherche, des lieux d'expérimentation de la recherche en dehors des murs des institutions classiques, publiques, voilà, où justement on n'était pas suffisamment à l'aise pour expérimenter des nouvelles méthodes, des nouvelles formes de livrables de la recherche. Et du coup, voilà, on s'est dit, toute la planète expérimente de nouveaux types d'institutions, de nouvelles formes d'organisation, euh, voilà, de plein de choses, dans l'artisanat, dans l'industrie et tout ça, et pourquoi pas dans la recherche aussi réinventer des modes de réflexion et de production de la recherche. Donc c'est effectivement Mhm. plus un collectif assez, finalement, assez informel dans la forme, mais voilà, qui permet de faire des choses en dehors, on va dire, des institutions classiques. Et toi, Alexandre Monin, tu as fait ta thèse en philosophie sur l'architecture du web. Quel drôle de parcours t'a amené à Origins? Alors, effectivement, j'ai fait une thèse de philosophie sur l'architecture et la philosophie du web, que j'ai soutenue l'année où j'ai rencontré Diego, donc en 2013. Et le lien en fait, avec les travaux d'Origins, je pense qu'il était multiple. Il y avait notamment cette question du tournant ontologique qui m'intéressait beaucoup. Il y avait aussi le fait que moi, je pratiquais une philosophie empirique, donc je dirais de terrain, euh, assez proche finalement d'une certaine manière des STS, même si plus inspiré par des références philosophiques par ailleurs. Et puis il y avait cette idée finalement de se frotter à des objets et à des terrains qui permettaient de remettre en cause les catégories métaphysiques, ontologiques dont on héritait. Et au carrefour de ces travaux, de la philosophie empirique, des STS, etc., il y avait un intérêt de plus en plus grandissant pour les enjeux environnementaux, on va dire, au sens large du terme. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur terme, mais peu importe. Et donc, c'était aussi des enjeux qui étaient très importants au sein d'Origins. Et du fait, on a convergé assez vite
Et puis finalement, Origins même a évolué pour prendre encore plus à bras le corps les enjeux justement liés à l'Anthropocène, donc la nouvelle époque géologique dans laquelle nous serions rentrés, marquée par les conséquences des activités humaines industrielles. Et de ce fait, voilà, ça nous a permis très facilement de travailler ensemble. Et puis en 2017, avec Diego, alors qu'on était à quelques jours du déclenchement du Brexit, à l'occasion d'un séjour de recherche sur un projet que j'avais fait financer autour des blockchains, pour tout dire. En fait, ça ne paraît pas vraiment de blockchain, ça paraît beaucoup plus de valuation. Il y avait aussi un fond pragmatiste dans notre parcours commun. Et bien, on a eu l'idée de monter un projet qui est le projet, l'initiative plutôt Closing Words, qui est aussi à la base du travail qu'il y a dans le livre et qui visait à proposer un programme pour l'Anthropocène à base notamment, comme le titre l'indique, d'héritage et de fermeture. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion de reparler bientôt. Et donc, moi, je suis également aujourd'hui, après avoir été chercheur chez NRIA pendant quelques années, après avoir travaillé aussi à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, dirigé par feu Bernard Stiegler, je suis enseignant-chercheur au sein de l'ESC Clermont, donc école de management, où travaillent également Diego et Emmanuel. Voilà. Très bien. Juste quelques précisions de vocabulaire. Tu as évoqué les STS, qui sont les Science and Technology Studies, donc il y a une catégorie qui regroupe un peu toutes les disciplines qui s'intéressent aux sciences. Et puis, tu as parlé aussi de tournant ontologique, et Diego on l'avait déjà évoqué. Est-ce que tu peux assez rapidement expliquer en quelques mots ce à quoi ça correspond? Alors, Diego me corrigera éventuellement, mais disons que le tournant ontologique, c'est un tournant ontologique en anthropologie. Il y a eu plusieurs tournants ontologiques, mais là, on parle du tournant ontologique en anthropologie. Et tournant ontologique, c'est l'idée finalement que, eh bien, il n'y a pas simplement d'autres cultures ou d'autres conceptions du monde étrangères à la nôtre, nous qui serions finalement, qui aurions un contact avec le monde du fait de la science qui dirait ce qu'est le monde véritablement, le fond des choses, et puis les autres auraient des opinions différentes, donc on les respecterait, mais on ne respecterait que leurs opinions. Cette idée, au contraire, qu'il y a des cosmologies, que le monde moderne, finalement tramé par la science, ce qu'on appelle parfois aussi la technoscience, etc., bah, lui-même est porteur de plusieurs comme ça, cosmologies, donc pas simplement des représentations du monde, mais je dirais des pratiques du monde qui le font bifurquer dans des sens différents. D'une certaine manière, l'Anthropocène, c'est une grande bifurcation de cette manière-là, qu'il y ait une cosmologie particulière. En tout cas, c'est une interprétation qu'on peut en donner. Et puis, voilà, donc c'est comment est-ce qu'on articule dans ce cas-là des cosmologies divergentes si ce ne sont pas simplement des représentations et si on ne les ramène pas non plus simplement aussi à des croyances, sachant qu'il y aurait dans ce cas-là des peuples qui auraient la vérité du fait de la science moderne et d'autres peuples qui n'auraient pas accès à la vérité, qui seraient, eux, dans un monde de croyances qui ne toucherait donc pas évidemment au réel, ce qui est une vision évidemment extrêmement frustre de la réalité. Et donc pour aller au-delà de cette vision, parfois de manière un peu sans doute frustre également, mais il y a eu un tournant ontologique pour considérer qu'il n'y avait pas simplement des oppositions de vision du monde de croyance, mais qu'il y avait de véritables oppositions ontologiques, ce qui est une très vaste question et je pense qu'on ne va pas forcément y répondre ici, mais c'était une autre manière en tout cas. Voilà, des choses qui concernent en fait l'ontologie, c'est-à-dire la nature même des choses. Exactement, exactement. Et toi, Emmanuel Bonnet, puisque vous êtes tous dans une école de management, finalement, tu es peut-être le plus légitime, puisque tu as fait une thèse en sciences de la gestion, mais avec une thématique particulièrement intéressante, je trouve. Peut-être que tu peux l'expliciter. Oui, oui. Alors, c'est vrai. Alors, légitime, c'est peut-être pas le mot que j'aurais utilisé, mais en tout cas, oui, par rapport à un profil, enfin, en tout cas académique sur une thèse en sciences de gestion. Je viens de la philo quand même. J'ai été formé, enfin, j'ai fait plus d'années en fait de formation en philo qu'en gestion, mais après une expérience professionnelle dans l'industrie, hein, dans les ateliers de production, j'ai fait une formation en gestion et donc du coup, j'ai fait une thèse qui portait, bon, moi j'avais pris on va dire un prisme qui est celui de l'enquête pragmatiste au sens de John Dewey. Et donc du coup, je travaillais sur des situations indéterminées que je qualifiais dans ce travail comme étant des situations dans lesquelles personne ne sait vraiment ce qu'il a à apprendre et ce qu'il a à faire. Et donc, du coup, ça me permettait, on va dire, d'enquêter sur des situations un peu atypiques, on va dire, en gestion, comme une situation de simulation d'exploration spatiale dans le désert de l'Utah, ou des collectifs d'éleveurs et agriculteurs qui cherchent, agroécologiques, qui cherchent des alternatives, on va dire, aux recettes
de la production, on va dire, conventionnelle. Donc voilà, sur les terrains, notamment dans le cadre d'un postdoc à l'INRA. Et j'ai rencontré en fait Origins, enfin Origins, pas Origins, hein, mais plutôt d'abord Diego et Alexandre. Et en fait, je suis membre d'Origins depuis 2017. C'était plutôt par le biais de la théorie des organisations, parce que je m'intéresse beaucoup à la théorie des organisations, parce que je trouve que les organisations, c'est des entités tout à fait énigmatiques. Je ne sais d'ailleurs pas trop ce que c'est. C'est un peu suspect au plan ontologique, c'est assez intéressant du coup Personne ne sait ce que c'est. exactement à questionner. On se dit, mais est-ce que quelqu'un a déjà rencontré une organisation dans la vie? Je ne sais pas. On rencontre des objets, pas mal de choses, mais peut-être pas des organisations. Donc, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Et notamment, j'avais démarré un projet que je continue toujours, qui est sur les implicites justement épistémiques, ontologiques, qui sont associés aux théories des organisations, pour aller essayer de les questionner en les confrontant un petit peu à quelque chose dont elles ne tiennent pas compte généralement, qui est l'anthropocène. Donc du coup, c'était un petit peu cette question que j'essayais d'ouvrir et dont j'essaye également d'un petit peu de parler dans le livre, en fait. Voilà, dans la partie que j'ai rédigée. Donc voilà pour une présentation rapide. Ben, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce projet d'Origine, c'est que quelque part, ça a une dimension de tiers-lieu. Et le podcast qui est présenté ici, en fait, dérive aussi d'un autre tiers-lieu, qui est peut-être plus typique, en fait, d'un tiers-lieu, d'un espèce de coworking avec beaucoup de numérique, etc. Et Origine se revendique également comme tiers-lieu, mais plus sur la recherche qui va mêler, en fait, des diverses sciences humaines et sociales, de l'ethnographie, de la philosophie, de la sociologie, des humanités numériques. Est-ce que vous travaillez également avec des artistes, avec des personnes qui viennent du design, hein, jusqu'où vous étendez en fait ces croisements? Effectivement, on travaille avec des artistes, on travaille avec des artistes et des designers sur plusieurs projets de recherche que l'on a menés, notamment un projet de recherche financé par la Fondation Carasso, où l'intervention des artistes, des designers est un élément fondamental de ces projets, donc inhérent à ce type de projet. Et puis voilà, on a aussi une pratique d'ouvrir ce qu'on fait beaucoup au design, notamment ces dernières années, puisqu'on a monté une formation qui a ouvert ses portes l'année dernière, qui est un Master of Science qui s'intitule Stratégie de design pour l'Anthropocène, donc là, le design, et qui se tient dans une école de design à Lyon, a une place tout à fait importante. Et puis, on avait beaucoup aussi collaboré au cours des 2 dernières années, enfin il y a 2 dernières années, il y a 1 an, avec un artiste qui s'appelait Rémi Piaseczny. Son nom d'artiste est Digital Humain. Il est malheureusement décédé il y a à peu près 1 an maintenant. Et c'était quelqu'un qui travaillait dans une optique subréaliste, un petit peu comme nous parfois. Je pense qu'on a l'occasion d'y revenir. On a une certaine inventivité conceptuelle, on va dire, dans nos travaux. On essaie de faire des propositions qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On essaye d'explorer aussi d'autres manières peut-être d'approcher le monde, l'action dans le monde, etc. Ça, au moyen de fiction, pas forcément de récit d'ailleurs, mais de fiction, pour éventuellement y revenir. Et cet artiste-là avait aussi cette capacité à voir les choses autrement et à faire un travail à la fois sur le langage et qu'il représentait de manière graphique, donc un travail sur le langage et un travail graphique qui ont été très très proches de lui. Lui-même aussi s'emparait comme ça de tout ce qu'on produisait conceptuellement, et ça faisait une alchimie tout à fait intéressante. Donc, ça me donne l'occasion de lui rendre hommage par la présence. Dans cette organisation, puisque finalement Origins est une organisation, finalement vous vous amusez à tordre un petit peu tout ce qui vous tombe sous la main, afin d'essayer de voir ce qui résiste et de voir si, une fois transformé, ça prend du sens. Vous tordez le langage, vous tordez les outils de gestion dans un espèce de projet assez général. Vous en avez un peu parlé déjà dans vos présentations, mais un des projets sur lesquels je voudrais qu'on aille plus d'avance, c'est le Closing Worlds Initiative, qui justement, comme je l'entends en fait, dit que à l'heure actuelle, les
les injonctions en fait au développement durable ou soutenable, la RSE et tout ce qui est censé être très éthique dans la dimension des entreprises, hein, finalement n'est plus à la hauteur, hein, ou n'est pas, l'a peut-être jamais été, mais en tout cas ne l'est plus par rapport à l'urgence, par rapport aux effondrements climatiques, de la biodiversité et aux effondrements écologiques en général. Et du coup, vous dites, vous essayez par des approches expérimentales de donner finalement à voir cette dimension, euh, cette faiblesse des cadres conceptuels usuels en fait du rapport entre les projets entrepreneuriaux, l'écologie et leurs externalités, internalités. Si je peux me permettre de commencer la réponse, c'est en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, Diego justement. Landivar. En fait, quand il y a eu ce fameux tournant ontologique en anthropologie, beaucoup de gens, de chercheurs en sciences humaines se sont beaucoup intéressés à la question écologique, à la question du statut des entités de nature, etc., avec une hypothèse générale que beaucoup de chercheurs aujourd'hui partagent en sciences humaines et sociales, c'est que si on est dans un problème, dans une situation aussi horrible climatiquement, écologiquement, c'est qu'à un moment donné, dans notre histoire que beaucoup appellent l'histoire moderne, on a cassé ce lien avec la nature. Il y a eu une coupure, il y a eu voilà, une coupure qui s'est faite entre les humains, les sociétés humaines, la société, etc., et le non-humain, le vivant, la nature, etc. Et qu'on peut finalement lire toute l'histoire de la modernité, de l'époque industrielle, comme une sorte de coupure entre les êtres humains et la nature. Et que si on veut justement résoudre le problème écologique, en fait, intuitivement, c'est la réponse la plus naïve, la plus intuitive, c'est il faut se reconnecter au vivant, il faut retisser des liens vivants, il faut raviver les braises du vivant, il faut retisser les rapports avec le vivant, avec la nature, etc. Et c'est vrai que c'était une hypothèse finalement assez évidente que tout le monde dit, mais au même moment, nous, on s'est rendu compte, en participant à ce mouvement intellectuel aussi, hein, en faisant des enquêtes là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il manquait une case, quoi. Il manquait une brique, et que cette brique qui manquait, c'était finalement de non pas penser le lien vis-à-vis de la nature, mais de penser comment on pourrait se couper finalement le lien qui nous lie à ce que les géologues justement appellent la technosphère. C'est pas une question de rapport à la biosphère, c'est aussi et surtout et avant tout plutôt, on a un rapport problématique avec la technosphère. Et ce qu'on dit, c'est que justement, on ne pourra pas résoudre les problèmes écologiques si d'abord on ne prend pas au sérieux le fait qu'il va falloir trouver des solutions pour ne plus dépendre de cette technosphère, de ces infrastructures qui sont... la technosphère, c'est très simple, là. C'est en fait la somme de tout ce qui compose notre monde capitaliste d'un point de vue matériel. C'est les routes, c'est les bâtiments, c'est les réseaux électriques, c'est les infrastructures publiques, c'est voilà, c'est tout ce que dans le jargon usuel, populaire, on va dire, on va appeler ça le béton, les grandes infrastructures voilà, Mais qui composent le tu, monde. tu l'as bien dit, derrière, il y a un récit assez naïf, celui d'un âge d'or vers lequel il faudrait revenir. Si j'entends bien, c'est pas exactement aussi simple que ça, ce que vous dites. Oui, Euh, justement, c'est bien là le problème, c'est que plutôt que de penser l'écologie depuis, par exemple, la permaculture, depuis
les fermes expérimentales, depuis le mouvement des alternatives, les colibris, le retour à la nature, la protection de la nature, tout ça. Ça, c'est des choses magnifiques et belles et qui sont très, voilà, on respecte absolument toutes ces initiatives-là. Mais en fait, si on pousse cette logique-là, on pourrait même imaginer qu'il y ait un monde complètement incompatible avec les limites planétaires, d'un côté, et de l'autre, une permaculture et des jardins maraîchers qui s'organiseraient tout autour de villes complètement folles et extractives, etc. Donc, finalement, des deux mondes qui se regardent en chien de faïence. Alors que le vrai problème, c'est de savoir comment on déconstruit, désassemble, comment on ferme justement toutes ces infrastructures capitalistes, technologiques, etc. Et c'est ça la clé du truc. On va y revenir, hein. J'aurais voulu d'abord évoquer certains penseurs dont vous vous réclamez. Alors, il y a Bruno Latour, qui est assez connu en France, et puis il y a Tony Fry, hein, qui l'est beaucoup moins. Est-ce que vous pouvez évoquer sa pensée assez rapidement, ou c'est difficile à résumer? Je peux en dire deux mots très, très brièvement, et puis si d'autres pourront compléter. Tony Fry, c'est un designer australien qui travaille sur ces questions de rapport entre le design et les questions environnementales au sens large depuis maintenant de nombreuses années. C'est un designer qui approche des 80 ans. Alors, on ne s'en rend pas compte quand on le côtoie parce qu'il les porte très, très bien. Il est très actif encore aujourd'hui. Il a publié plusieurs livres là, ces dernières années. Au moins 3 livres les 2 années qui se sont écoulées. Et Tony Fry, c'est quelqu'un qui réfléchit à la posture du design et du designer pour déprofessionnaliser finalement le design et poser que le design produit des mondes et en même temps que nous-mêmes, nous produisons des éléments que nous designons et nous sommes les produits de notre design. Et donc, il y a une dimension technique ou liée au design qui est de toute façon intrinsèque, j'allais dire, à l'humanité. Donc, on ne peut pas être dans un âge d'or où cette dimension-là serait complètement laissée de côté. Ça, c'est intéressant. Et il ajoute qu'aujourd'hui, le design, on pourrait dire l'ingénierie, le management et toutes ces disciplines de l'artificiel sont devenus des facteurs de ce qu'il appelle, lui, de défuturation. C'est-à-dire ne produisent pas un futur viable, mais produisent en verre et donc un futur qui n'est plus viable, qui n'est plus habitable. Et donc, il faut trouver le moyen de, si je puis dire, si je peux reprendre certains de ces termes, défuturer la défuturation, détruire la destruction. Et lui, c'est quelqu'un qui va réfléchir à ça. Et je pense que dans notre réflexion, effectivement, il y a cette idée, alors pas forcément au titre de la destruction, on parle de déstauration pour y revenir, mais il y a cette idée, effectivement, de penser ce qui détruit, en l'occurrence, la technosphère, comme l'a mentionné Diego, mais qui en même temps est bel et bien présent, et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, cette idée, finalement, de détruire la destruction, elle devient chez nous, comment est-ce qu'on hérite de cette technosphère qui n'est absolument pas viable, mais qui est là, et qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est pas forcément une destruction parce que ça va faire plus de déchets, mais c'est ce que nous, on va appeler une déstauration, c'est-à-dire voilà, trouver des moyens concrets de diminuer son existence, de parfois nous délier vis-à-vis d'elle ou de nous relier autrement à elle. Et ça va être aussi au cœur de notre programme. Donc, Tony Fry, de ce point de vue-là, il a une importance très, 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 très grande pour nous et ce qu'on fait. D'accord. Et donc, cette Closing World Initiative, finalement, entre autres, elle propose quelque part de faire d'imaginer la dernière start-up sur Terre, celle qui va produire la dernière appli qui permettra de fermer la porte derrière soi une fois qu'on aura déconstruit ou détruit cette technosphère, hein. Oui, c'était quelque chose qu'on avait effectivement porté au début de cette initiative, c'est de dire, si ce monde macroniste, start-upiste, de l'innovation intensive, de l'hypercroissance, qui se nourrit de disruption, un coup de disruption, innovation radicale, etc. Bon, on leur a dit, on voulait envoyer un message en disant, si vous voulez une disruption, vous allez en avoir. Et ça sera la dernière disruption. C'est-à-dire imaginez qu'on peut concentrer tous nos efforts d'innovation, y compris technologiques, ça on assume,
pour fermer le monde, pour fermer, pas n'importe quel monde, mais le monde qui est justement aujourd'hui obsolète, le monde incompatible avec les limites planétaires. Et du coup, quelque part, derrière ces exercices, en fait, ces expérimentations sur les outils habituels de pensée ou d'expression qu'on a, il y a quand même, je crois, trois points qui sont soulevés, qui sont importants. C'est d'une part, est-ce que par exemple, les entreprises, pas que, mais en particulier les entreprises, est-ce qu'elles ont pensé à une stratégie vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, ou est-ce qu'elles vont simplement le subir? Le deuxième point, c'est finalement, euh, il faudrait en fait apprendre à renoncer. Mais renoncer à quoi déjà? Est-ce qu'on peut faire une hiérarchie de cette renonciation? Et surtout, qui décide de qui va renoncer et à quoi? Et puis, il faut désinnover. Mais désinnover, en fait, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, complètement détruire, mais c'est plutôt réorganiser, faire plutôt que de toujours vouloir faire plus, faire moins ou faire mieux. Est-ce que ces trois catégories, en fait, sont représentatives des questionnements qui émanent, en fait, de cette initiative, hein? Peut-être démarrer sur, si vous voulez bien, par la question de la stratégie. Euh, c'est en effet c'est un mot et en fait Emmanuel Bonnet. un sujet tout à fait important pour notre question. Et là, je reprendrai un petit peu ce que disait Diego là sur le fait que euh, il y a un monde qui serait celui en fait de la technosphère. Et si on regarde bien, on considère bien ce monde de la technosphère, on n'est pas très très loin finalement d'un monde en ruine. On peut quand même penser aux travaux d'Anat Singh de ce point de vue-là. Mais à condition de considérer ces ruines aussi comme étant les organisations, en fait, toutes les organisations dans lesquelles euh, qui organisent finalement le monde, ce qu'on peut appeler le monde organisé. Et en fait, la stratégie est totalement en fait découplée de ça. C'est-à-dire que la stratégie en fait des entreprises comment dire, ne se réfère pas à ce monde-là. Elle se réfère à autre chose. Ce que je propose dans le livre, c'est de dire que l'entité la plus importante pour une stratégie aujourd'hui, c'est en gros un régime sémiotique. C'est-à-dire que c'est un cliché, c'est-à-dire une projection en fait d'un monde qui n'a rien à voir en fait avec le monde des infrastructures, avec le monde des supply chains, etc. En fait, ce qui guide en fait la stratégie, ce sont des clichés qui vont nous orienter, nous donner une direction, qui vont mobiliser en fait des acteurs, qui vont les enrôler aussi, qui vont être très mobilisateurs. Et la stratégie a toujours aussi été en correspondance avec un monde qui était celui généralement du monde organisé, c'est-à-dire la concurrence, les entités qui sont en compétition, etc. Donc du coup, ça suppose vraiment de repenser en fait totalement la stratégie. C'est-à-dire que c'est plus du tout c'est le même mot, mais par contre, il va faire trouver un autre usage ou un autre sens. Et parce qu'à mon avis, là, la situation actuelle des entreprises face à l'anthropocène, c'est qu'il y a une incompatibilité en fait à la fois de la stratégie d'entreprise, de tous ce que Deleuze le terme de cliché, moi je l'utilise au sens deleuzien, c'est-à-dire des schèmes sensorimoteurs, c'est-à-dire c'est une manière de s'orienter, de répondre d'une situation, de reconnaître ce qu'il y a à reconnaître, qui n'est absolument plus adapté en fait par rapport à cette réalité qui s'impose avec l'anthropocène. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut parler de présupposés, de reprendre un peu tous les présupposés ontologiques, épistémiques qui sont associés finalement à cette cosmologie très bizarre qui n'a pas été suffisamment prise en compte, qui est la cosmologie du monde organisé. Donc du coup, c'est cette reprise un peu de la stratégie. Il s'agit de refaire de la stratégie, non pas au sens de reprendre une stratégie classique, ancienne, parce que, je sais pas, la stratégie chinoise était beaucoup mieux, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est de repenser totalement qu'est-ce qu'on va faire avec de la stratégie et le mot lui-même, quoi. Peut-être dans une visée aussi qui est opérationnelle avec et dans l'idée que la stratégie puisse s'adresser, être en relation avec des infrastructures et pas simplement la biosphère, etc. Bah, sur la question du renoncement, en fait, pour, pour, pour résumer ça, c'est de dire, premièrement, le monde Diego Landivar. moderne, le monde du management, le monde de l'entreprise,
etc., le monde de la technologie, a vécu depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années sur une cosmologie, c'est-à-dire une projection qui était essentiellement tournée vers l'ouverture de choses, la production de choses, etc. Et en fait, on a très peu donné de place à la fermeture, alors que dans un monde tout à fait normal, il y a les deux choses. Il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se ferment. Et ça, le capitalisme a complètement en fait mis de côté cette fermeture, au point où, par exemple, aujourd'hui, très peu de gens s'intéressent à tous ces métiers, tous ces secteurs qui finalement passent leur vie, leur journée, tout leur temps à fermer les choses, à bien fermer les choses, quoi. Donc, effectivement, nous, on s'intéresse beaucoup, par exemple, au désamiantage, aux dépollueurs, voilà, aux éboueurs, enfin, tous les métiers voilà, qui passent derrière le capitalisme euphorique pour nettoyer les rues, quoi, les rues, les espaces, le monde, quoi. Et, et d'une certaine manière, qu'est-ce qui se passe dans ce capitalisme euphorique? C'est qu'il n'y a pas la bonne méthode, ni la bonne volonté, bien évidemment, de fermer les choses. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est parce que le but de notre manœuvre, de Closing Words, de tout ce programme-là, c'est pas juste d'adresser un nouveau diagnostic et une nouvelle orientation philosophique. On est très, comme l'a dit Alexandre, on est très soucieux que notre projet, notre programme de recherche soit vraiment tangible, quoi. On parle souvent d'ailleurs d'une écologie qui met les mains dans le cambouis. Et donc, pour mettre les mains dans le cambouis, il faut qu'on réponde de cette question que personne aujourd'hui n'arrive à répondre et que d'ailleurs peu de gens se posent, c'est comment tu fais pour renoncer? Comment tu fais pour ne pas faire advenir des choses? Comment tu fais pour fermer les choses? On s'intéresse par exemple à comment, dans un territoire, on peut renoncer aux piscines individuelles. Mais le problème, c'est que dès que tu commences à réfléchir à la fermeture, au renoncement, bah, tu te rends compte qu'il y a des milliers de personnes qui vivent de ces choses-là. Et c'est là le drame de l'écologie, c'est-à-dire qu'un supermarché, un hypermarché à Clermont-Ferrand, fait vivre 2000 familles, ou même plus de familles, qui dépendent de ce mode de subsistance qui pourtant est caduque. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. C'est connecté à des supply chains, des chaînes d'approvisionnement complètement folles. C'est des camions qui circulent. Enfin, c'est vraiment voilà, une entité qui ne devrait plus exister. Et pourtant, elle fait subsister plein de gens. Et donc, nous, l'écologie qu'on essaye de penser, c'est comment qu'on peut réencastrer la question écologique dans des formes démocratiques où les citoyens peuvent décider ce à quoi on renonce. Et c'est ça ce qu'on appelle un protocole de renoncement. Donc on décide collectivement ce à quoi on renonce et ensuite on essaye d'inventer aussi les méthodes qui permettent de mettre en pratique justement cette fermeture. Parce que pour bien fermer les choses, tu as besoin d'ouvriers spécialisés, y compris de gestionnaires, de gens. Voilà, la liquidation, la fermeture de boîtes, la dépollution, on l'a vu par exemple avec Fukushima. L'ingénierie de la dépollution de Fukushima, c'est un truc de fou, quoi. C'est des milliers de personnes, c'est un travail très compliqué, il faut décrouter la couche terrestre, polluer, etc. Mais Fukushima, dépolluer Fukushima, ça tombe sous le sens. Mais il y a d'autres éléments qui sont plus compliqués et qui sont peut-être pas prioritaires pour tout le monde. Donc, dans votre recherche, est-ce que vous vous demandez qui décide et par quel processus on décide de ce à quoi on va renoncer, peut-être avant, en premier ou en second, et de ce qu'on laisse pour la fin? Oui, je me permets juste de finir là-dessus. On expérimente avec la ville de Grenoble justement un protocole démocratique où ce sont les citoyens tirés au sort. Il y a 120 citoyens qui ont été tirés au sort et qui vont, à partir de leur vie quotidienne,
et faire éclore justement un diagnostic citoyen, encore une fois, à partir de leur enquête sur leur mode de vie propre, et dire, ben voilà, ça c'est une entité qui aujourd'hui est incompatible avec le climat et dont je peux me passer. Et pour les entités les plus fortes, celles qui ont vraiment tellement colonisé notre quotidien, typiquement la bagnole, ou l'hypermarché du coin, ou la zone d'activité économique, qui fait vivre plein de gens, qui fait vivre plein de jeunes qui n'ont pas de boulot, qui sont pas qualifiés, etc. C'est des entités hyper importantes. Du coup, comment on fait? Qu'est-ce que tu réponds aux 2000 familles qui dépendent d'un hypermarché? Comment tu fais à ce niveau-là? Et du coup, toute la question débouche finalement sur un nouveau design des politiques publiques, y compris une nouvelle sécurité sociale, y compris tout un régime assurantiel différent qui vient justement sacraliser le fait que si tu ne réponds pas à ces 2000 familles qui vivent du supermarché, tu ne pourras jamais résoudre la question écologique. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, nous on pense l'écologie non pas depuis la permaculture par exemple, mais depuis un hypermarché, depuis ce réseau économique qui fait vivre des familles entières. Peut-être pour enchaîner sur la troisième question, qui est celle de la désinnovation. C'est vrai que dans notre programme, on réfléchit Alexandre à la fois Monin. à comment est-ce qu'on hérite de ce qui existe déjà et éventuellement comment est-ce qu'on y renonce, mais par des moyens justement démocratiques. Il ne s'agit pas justement de décréter le renoncement à partir d'une position théorique, ce qui n'aurait évidemment aucun sens, ou en tout cas ce serait un geste théorique ou philosophique complètement, enfin appartenant totalement au passé. Il y a toujours des enquêtes, comme a dit Diego, qui doivent être mises en œuvre, des enquêtes d'évaluation notamment pour reconnaître ce que moi j'appelle par exemple des communs négatifs, pour savoir comment en hériter, comment y renoncer éventuellement. Et puis, il y a une autre question parallèle qui est la question comment est-ce qu'on hérite de ce qui n'existe pas encore ou qui n'existe pas encore sous une forme aboutie. Donc, comment est-ce qu'on hérite d'innovations qui sont en fait dans les cartons généralement depuis des années, voire des décennies, qui aujourd'hui, notamment plein d'innovations numériques sont dans ce cas-là. Bien, au moment où elles sortent des cartons, elles vont être industrialisées et puis être vendues au grand public ou en tout cas utilisées comme des infrastructures qui vont être disséminées un petit peu partout, eh bien, on sait qu'elles sont quand même relativement obsolètes, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter l'empreinte écologique existante, elles vont augmenter la consommation d'énergie, elles vont nécessiter des métaux qui sont en nombre limité pour les fabriquer, etc., etc. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne idée, voire c'est une mauvaise idée de les faire synchrones finalement par rapport à ce que nous savons être nos besoins. Aussi parce que ce sont des innovations dans certains cas qui sont dans les cartons depuis, je sais pas, 35 ans dans l'exemple des objets connectés, un exemple que j'aime bien parce que quand j'étais chercheur chez INRIA, on travaille notamment sur les objets connectés. Objets connectés plus smart contract plus blockchain égale un monde magnifique. C'est très rigolo du point de vue scientifique, un peu geek même, mais évidemment au plan environnemental, c'est pas du tout une bonne idée de faire advenir ce type de dispositif. Et donc il y a un hiatus entre l'innovation qui arrive aujourd'hui, qui appartient au passé, dont on sait aujourd'hui que ce n'est pas une bonne idée de la faire advenir, et donc comment on ne fait pas advenir certaines choses. C'est ça aussi désinnover. Et par ailleurs, c'est aussi sortir du régime global d'innovation. Alors, l'innovation, ça veut dire plein de choses, mais disons de la caricature notamment du régime d'innovation tel qu'elle est mobilisée par les politiques aujourd'hui, beaucoup d'économistes et de gestionnaires, où finalement, on va disrupter les derniers éléments qui n'ont pas été, les derniers services publics qui n'ont pas été, histoire d'aller chercher les dernières marges de croissance, en fait, c'est-à-dire détruire de l'existant pour le transformer en une croissance éphémère, détruire du durable pour le faire brûler et le transformer en une croissance tout à fait éphémère. Donc ça aussi, ce régime-là, c'est un régime éminemment condamnable, éminemment non durable et dont il faut réussir à s'extraire. Et malheureusement, c'est aussi un régime auquel la recherche académique est de plus en plus soumise. Moi, c'est aussi du fait de mon insertion dans un grand institut de recherche public que j'ai été sensibilisé à ces questions, puisque je voyais que, grosso modo, c'est un discours que je porte par ailleurs, donc je peux le redire, mais que 95% des projets de recherche dans un grand institut de recherche en informatique, on pourrait tout à fait s'en passer sans aucun problème. Et n'ont même sans doute pas vocation à advenir, ou si on les fait advenir,
c'est une mauvaise nouvelle et que derrière, évidemment, alors il faut peut-être faire intervenir des sociologues pour réfléchir à la question de l'acceptabilité, il faut, etc., etc. Ou c'est comme ça que c'est beaucoup présenté, en tout cas dans l'institution à laquelle j'appartenais. On se vantait de faire intervenir les sciences humaines justement au titre de l'acceptabilité. Donc, quand tout est joué, quand il ne reste plus qu'à convaincre le public que c'est une bonne idée de faire telle ou telle innovation. Et donc là, évidemment, il y a un enjeu à ne pas tout faire advenir et à trouver les moyens de l'éviter. Et ça, c'est vrai qu'on manque des moyens, on manque des savoirs et savoir-faire pour ça. Mais quand on pose la question aux chercheurs, finalement, pourquoi vous travaillez sur tel ou tel projet? Moi, j'ai tenté l'expérience avec des informaticiens, des numériciens, en posant la question, mais pourquoi travaillons-nous, puisque j'en étais, sur la Smart City? Moi, je ne travaille pas directement là-dessus, mais projet pas si loin. Personne ne savait répondre. Parce qu'évidemment, il y a une très grande hétéronomie dans ces lieux-là. C'est-à-dire que les gens ne choisissent pas fondamentalement les projets sur lesquels ils travaillent, puisque ce sont… Ils l'acceptent comme évidence. Voilà, ils l'acceptent comme évidence. la Et par ailleurs, les financeurs sont travaillés par les… c'est pas caricatural de le dire, hein, c'est vraiment comme ça que c'est quand même par les industriels. Et si on va, aujourd'hui, on promeut tel ou tel programme de recherche, parce qu'il y a tout un travail qui a été fait en amont, les industriels ont une stratégie au sens classique du terme de ce point de vue-là, que n'ont pas du tout les chercheurs, non plus les chercheurs. Ben, merci beaucoup pour ces éléments de réflexion passionnants. Ben, je rappelle, pour ceux qui voudraient approfondir le titre de votre ouvrage qui vient de paraître, Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, donc aux éditions Divergence. Si des auditeurs veulent vous suivre, vous contacter, est-ce qu'il y a des moyens privilégiés pour vous êtes sur des médias sociaux, il faut plutôt vous envoyer des emails, comment ça se passe? Tout fonctionne. Il y a un site web de Origin. Il y a une page Closing Words sur ce site web. Moi, je suis présent sur Twitter, mes camarades un petit peu moins. Et puis, par ailleurs, notre master a aussi un site web. Donc, par tous ces biais-là, on peut nous retrouver quand même assez facilement. On peut aussi nous joindre via notre éditeur, sans doute, donc les éditions Divergence. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode du podcast vous aura plu. On a essayé, quand on l'a pu, d'expliciter un peu les termes. Il reste évidemment des auteurs ou des notions qu'on n'a pas eu le temps de complètement clarifier. Mais vous pouvez toujours nous demander plus de détails, nous faire des remarques et des suggestions, soit par email à coucou@lacantine-brest.net, soit sur le Twitter de la cantine @andaolvraz.